Parce que le problème, c'est qu'un athlète de haut niveau qui se blesse, il met en danger sa carrière. Parce qu'il ne peut plus s'entraîner, et donc il perd son niveau, on va dire. Il régresse. Tant qu'il s'entraîne pas, il régresse. Et quand il est blessé, il ne peut pas s'entraîner. Bonjour et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, comprendre vos douleurs et diminuer vos blessures, et qui vous permet aussi de découvrir les secrets des athlètes et des spécialistes. On parle entraînement, performance, on parle de blessures aussi, de thérapie, et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé finalement, avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal toujours, et pour ce nouvel épisode, je retrouve Erge Sari, qui est également ostéopathe et spécialisé dans la préparation, la récupération et les traitements des boxeurs, des fighters ou tout autre athlète de sport de combat. Ça fait plusieurs années qu'il pratique l'ostéopathie. Alors pendant très longtemps, il a exercé en région parisienne et aujourd'hui, il vient de débarquer en Amérique du Nord, précisément à Montréal, pour de nouveaux défis et de nouveaux objectifs, donc dans la ville même où je pratique. Je l'ai découvert grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram. J'ai trouvé son approche intéressante et aujourd'hui, il va nous partager son parcours, ses débuts dans la profession, quelle est son approche de l'ostéopathie et ce qu'il a fait un petit peu pour acquérir 90% de son expérience et devenir bon dans le traitement des sportifs. On va également parler de comment réussir son lancement d'activité quand on est ostéopathe, quelles sont les 3 blessures les plus courantes chez les boxeurs, ainsi que le déséquilibre postural numéro 1 chez les combattants qu'il faut vraiment pas ignorer. Erge va nous expliquer pourquoi. Quelle est la fréquence idéale de consultation pour un boxeur amateur pour rester au top de sa forme? Et à la fin, on discutera un petit peu des KO en sport de combat. Quelles sont les conséquences pour l'organisme et comment on peut renforcer le corps pour mieux les encaisser. Si vous voulez recevoir tous les prochains épisodes du podcast Biomécanique directement dans votre boîte mail, et si vous voulez bénéficier d'informations exclusives sur l'actualité de la santé, le fonctionnement de votre corps, pour soigner vos douleurs, améliorer votre santé, vos entraînements, votre mode de vie, bref, cliquez simplement sur le premier lien qui est en description et inscrivez-vous à la lettre Biomécanique. Elle est gratuite, moi c'est par cette lettre que j'envoie tout mon contenu exclusif, et d'ailleurs si ça ne vous plaît plus, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Donc, vous ne prenez pas grand risque. Sur ce, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Erge Sari qui était particulièrement intéressante. Et quant à nous, on se retrouve à la fin de l'épisode. Alors, est-ce qu'on peut parler de ta première expérience d'ostéopathe, si tu t'en souviens, en tant que patient, déjà, dans un premier temps? Alors, ça remonte loin. Ça remonte très loin. Après, bon, c'était... Enfin, ça remonte loin, pas tant que ça, parce que j'ai découvert l'ostéopathie assez tardivement. On m'en a parlé, on m'a dit voilà, c'est super, c'est un truc un petit peu. À l'époque, c'était pas encore super reconnu en France, donc je me suis dit allez, je vais tester alors je saurais pas te dire où je suis allé, qui je suis allé voir, mais voilà, j'étais on va dire jeune adulte, la vingtaine et ouais, j'ai adoré. Je me suis dit c'est incroyable de pouvoir soigner, en fait, faire du bien à quelqu'un sans l'aide de médicaments, de quoi que ce soit, juste avec ses mains. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et tu te souviens pour quelle raison tu étais allé le voir, cet ostéo, s'il y avait une douleur derrière? Pas de douleur, pas de grosse douleur particulière. J'étais pas plié en deux, mais voilà, des petites gênes par-ci par-là. Je me suis dit tiens, bah je vais aller tester, je vais voir ce que ça donne. Et j'ai complètement accroché. Ok. Et donc quelques années plus tard, tu te souviens de ta première consultation que tu as fait quand tu étais diplômé ostéo? Alors ma première consultation, alors la première consultation, c'était, on va dire, en clinique quand on était encore étudiant. C'était une catastrophe. Mais ça on le dit pas souvent, mais effectivement les premières c'est souvent difficile. Ah ouais, et après, je saurais pas te dire exactement comment s'est déroulée la toute première consultation. Ça devait forcément être, je pense, quelqu'un de mon entourage, des amis ou de la famille. Quand tu démarres, c'est pour te faire la main, c'est un peu les premiers cobayes. Mais voilà, c'était plutôt, on va dire, correct. Le patient était, on va dire, satisfait, mais bon,
quand je compare à mon expérience de maintenant, ça n'a rien à voir. Et bon, on sait ton attrait pour les sportifs, en tout cas ceux qui pratiquent les sports de combat. Est-ce que toi-même, tu as fait des sports de combat? Lesquels? Ouais, alors quand j'étais, on va dire très jeune, j'ai fait du karaté. Euh, je devais avoir une dizaine d'années. J'ai été jusqu'à la ceinture marron, quand même. Euh, bon après j'ai un petit peu lâché, mis de côté pour des sports un petit peu plus collectifs comme le basket ou des trucs comme ça. Et puis plus tard, je me suis remis, mais plutôt karaté c'est plus arts martiaux et ensuite j'ai basculé vers la boxe. Donc j'ai commencé par la boxe anglaise, mais bon pas à un niveau de compétition. C'était vraiment boxe loisir parce que j'ai toujours aimé un petit peu les sports de combat, beaucoup la boxe. Donc j'ai commencé par la boxe anglaise. J'ai adoré. C'est un des sports qui m'a fait le plus vibrer, on va dire, ce qui m'a le plus demandé en fait de capacité physique, mentale. C'est vraiment un sport incroyable. Et puis après j'ai bifurqué un petit peu vers le pied-point en faisant un petit peu de kickboxing, de full contact. Donc c'est la boxe américaine, on va dire. C'est une base d'anglaise pour les points et puis tu rajoutes les pieds en fonction de la discipline. Tu peux taper que au-dessus de la ceinture ou dans les jambes, ça dépend. T'as des coups de genoux aussi pour certains. Et puis voilà. Après, bon, j'ai jamais vraiment pratiqué la boxe thaï, même si j'ai beaucoup côtoyé le milieu. Et le MMA, bon, j'ai pas le niveau pour. Parce que le MMA, il y a beaucoup trop de compétences. Ça dépasse en fait le pied-point. Faut de bonnes bases en lutte, du jiu-jitsu, un petit peu de tout. C'est très très complet. Et tu vois, c'est marrant parce que ça nous fait un petit point commun, parce que j'ai fait du karaté moi aussi quand j'étais plus jeune. Ouais. J'en ai fait quelques années, je sais plus à quelle ceinture je m'étais arrêté. Bon, attention, j'étais jeune, donc Ouais, bon, pareil. c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Mais moi j'ai arrêté derrière et on va dire que ça m'a jamais manqué. J'aimais ça quand j'en pratiquais, je devais y trouver une certaine satisfaction. Mais en tout cas, ça a pas révolutionné ma vie. Ouais. Et quand j'ai arrêté d'en faire, ça m'a pas manqué, comme je dis. Et aujourd'hui, ça m'appelle pas plus que ça. Enfin, le karaté en lui-même, par exemple. Ouais, bah c'est un petit peu pareil. Hein. Moi, le karaté, le karaté m'a jamais vraiment. Enfin, je me suis jamais dit pourquoi j'ai arrêté. Surtout que j'ai arrêté aux portes de la ceinture noire. J'aurais pu continuer et aboutir un petit peu le truc, mais ça m'a pas plus manqué que ça. Mais par contre, la boxe c'est autre chose. La boxe, bah là ces dernières années, j'ai pas eu trop l'occasion de pratiquer vraiment parce que j'ai énormément bossé les dernières années avant le départ pour le Canada et ça m'a beaucoup manqué. Mais justement, c'est quoi qui te plaît exactement dans cette discipline? Parce que j'ai pas personnellement un gros attrait par rapport à ces sports, tu vois. Ouais. Donc je me pose la question, enfin quand je dis que j'ai pas un gros attrait, c'est que je suis curieux de loin, mais c'est pas un truc qui m'attire comme eux. J'ai certains amis qui adorent regarder des matchs de boxe, qui adorent regarder des combats de MMA. Ouais. Moi je les regarde de l'œil droit et de l'œil gauche je fais autre chose, tu vois. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a un truc viscéral en fait dans l'amour du combat ou des sports de combat. Et qu'est-ce que Ouais, qu'est-ce que t'apprécies toi là-dedans en fait? c'est vraiment une passion. En fait, la boxe, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Il y a pas de oui de temps en temps. C'est comme tu dis, c'est viscéral. La boxe, c'est vraiment une passion. Quand tu l'as pratiqué, c'est pas la même chose que quand tu le regardes juste. En fait, parce que ça t'apporte énormément de valeur. Déjà, en termes d'entraînement, c'est pour avoir pratiqué des sports très très physiques comme le football américain, qui est réputé comme un des sports qui a un des entraînements les plus physiques. Bah la boxe, ça surclasse encore ça. C'est très très physique, c'est très complet et en fait il y a un aspect physique, il y a un aspect mental, il y a un aspect technique et c'est ça en fait qu'on aime quand même quand on regarde en tant que spectateur, c'est décrypter en fait ces combattants, comment leur vision du combat, leur façon de bouger sur le ring, leur technique, les esquives. Enfin, il y a tout. En fait, c'est comme si tu avais un Neymar qui joue sur un terrain de foot. Bah, il va te faire plein de gestes techniques. En boxe, c'est la même chose. En fait, il y a tellement de petits déclics
qui peuvent se passer lors d'un combat. Et c'est tout ça, c'est toute une passion. Et puis quand tu as pratiqué le sport en soi, tu comprends en fait la difficulté de toute cette gestuelle, de toute cette technicité, de la puissance. C'est pas forcément évident d'être très puissant en boxe. Faut avoir la technique pour pouvoir être puissant. Et ça, tu vois, ça m'intéresse pour le coup, parce que comme je te disais en off, j'aimerais essayer un peu des entraînements de boxe Ouais. euh, pour tout ça dont tu parles, en fait, un peu le côté technique, cardio, on va se chercher à améliorer plusieurs compétences. J'avais discuté, c'était je sais plus quel épisode du podcast, où j'avais parlé avec Nicolas Ortuno, qui était un ancien athlète football américain. Ouais. Et dans l'épisode, justement, il me parlait un peu de ses anciens entraînements qu'il faisait. Effectivement, c'était assez costaud, quoi. Il y avait Ouais. beaucoup de force, beaucoup d'explosivité, de cardio. C'était vraiment un sport. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais appelé l'épisode, qui permettait d'avoir un physique complet, plus ou moins. Donc là, si tu me dis qu'un entraînement de boxe, ça ressemble, en tout cas, ça peut surpasser un entraînement de boxe, de football américain. On fait pas semblant. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment les entraînements qui sont très proches. Mais je pense, pour avoir pratiqué les deux, alors j'ai jamais été vraiment à haut niveau, hein, mais la boxe est encore plus physique parce que il y a beaucoup d'intensité dans un entraînement et le cardio il monte très vite. Et c'est vrai que le football américain, c'est très physique. Franchement, de tous les sports que j'ai fait avant, c'était le sport qui était de loin le plus physique, le plus dur au niveau des entraînements. Mais au niveau de la boxe, je me suis retrouvé dans des états, des fois, tu t'es carrément à genoux en train de vomir tellement t'en peux plus de l'effort, quoi. Pour revenir sur, on va dire, ta formation en ostéo, Ouais. Est-ce que quand tu as été diplômé, tu as eu de suite cette envie de travailler avec des sportifs et notamment des combattants? Déjà, tu vas me corriger de suite parce que ça m'énerve, j'arrive pas à trouver un nom pour ça. Comment on dit? Un fighter, un combattant, un sportif de combat? Comment on appelle ça? Ouais, généralement, on dit combattant ou un fighter. Allez, on va partir sur fighter. Boxeur, parce que bon, généralement, ça regroupe assez, parce que ce soit en boxe anglaise, en boxe thaï, en kickboxing, tout ça, ça reste des boxeurs. Donc la majorité, après, bon, j'ai quelques... c'est vrai que c'est dommage on va dire, de se réduire au terme de boxeur, parce qu'il y a d'autres combattants aussi, même si j'en vois moins. C'est vraiment les boxeurs que je vois le plus, mais bon, je pense qu'on peut s'arrêter à combattant ou fighter, c'est très bien. Écoute, on va s'arrêter sur boxeur alors. Et de toute façon, et les gens qui écoutent, qui font un sport de combat et qui ne pratiquent pas la boxe, ne vous vexez pas, s'il vous plaît. Vous avez compris quand je vais dire boxeur, ça fera partie ça englobera toutes les personnes qui pratiquent un sport de combat, en tout cas qui sont concernées par ce dont on parle aujourd'hui. Donc, une fois tes études terminées, ou en tout cas quand tu as eu ton diplôme, que tu as commencé à travailler, est-ce que de suite tu as senti cet attrait pour les boxeurs, pour travailler avec eux en thérapie? Est-ce que c'était ton objectif dès le départ ou c'est venu progressivement dans l'évolution de ta pratique? Ouais, alors, c'était pas du tout mon objectif à la base. Bon, j'étais très attiré par le milieu sportif, mais c'était pas mon objectif particulier de travailler vraiment plus spécifique sur les sportifs et encore plus spécifique sur les boxeurs. Et ça m'est venu plus tard en fait. J'ai commencé à pratiquer et en même temps en parallèle je m'entraînais en boxe et en fait j'étais assez proche on va dire de l'équipe qui gérait le club de boxe où j'étais, le président du club et tout ça. Et puis de fil en aiguille, je leur ai proposé un petit peu de commencer à travailler un petit peu en ostéopathie sur les boxeurs, ça pouvait être intéressant de commencer à encadrer un petit peu les les compétiteurs, travailler un petit peu plus spécifique sur certaines méthodes, des protocoles et tout ça. Et c'est de là où ça a commencé petit à petit. Alors bon, ça a mis du temps à prendre. Et c'est de là où vraiment j'ai commencé à commencer à travailler, on va dire, avec les boxeurs. Mais à ce moment-là, c'était pas encore mon objectif principal de me développer là-dessus. Et petit à petit, au fil de la pratique, bah, je me suis dit tiens, c'est intéressant. Il y a des choses qu'on retrouve assez souvent. Et puis en fait, tu te prends au jeu.
parce que quand tu prépares un combattant pour un combat, pour une compétition, bah tu fais partie de la team, tu fais partie de l'effort en fait, et puis t'as l'impression d'être de contribuer à quelque chose, d'être avec lui sur le ring, et puis tu t'as encore plus on va dire de passion pour son combat. C'est comme si c'était aussi ton combat en même temps. Et puis tu découvres au fur et à mesure, quand tu es dans le milieu de la boxe, que c'est un peu comme une famille, en fait, le milieu de la boxe. C'est un petit milieu, tout le monde se connaît, et en fait, tout le monde est très simple. Euh, et les valeurs, en fait, qui sont prodiguées par la boxe sont exceptionnelles, en fait. C'est les liens, le respect, l'entraide. Tu respectes toujours ton adversaire, même si tu vas aller faire la guerre sur le ring. Derrière, c'est énormément de respect. C'est paradoxal, mais tu le vois souvent dans les combats. Les mecs, ils vont se mettre des rafales pas possibles, et à la fin, ils se prennent dans les bras. On dirait les meilleurs amis du monde. Ouais, c'est vrai. On voit souvent ça. C'est pour ça qu'on considère aussi que la boxe est un sport noble, respectueux. Ouais, bah, d'où son nom, le noble art. Ouais. Et dans tes premières consultations sur les boxeurs, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des choses réellement différentes de la population normale, on va dire, ou des problématiques qui étaient plus présentes chez les boxeurs que chez les autres? Bah, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, vraiment quelque chose qui se détachait ou que tu vois une réelle différence. Ça vient avec le temps, parce qu'au début tu t'en rends pas forcément compte, parce que il te faut il faut quand même emmagasiner un peu d'expérience dans le milieu pour te rendre compte. Mais oui, tu retrouves pas mal de choses. Bah, déjà la posture du boxeur avec les épaules en avant, le dos bombé, la tête un petit peu en avant, ça flingue complètement ta posture. T'as le centre de gravité qui part vers l'avant, et du coup, bah, les chaînes postérieures, elles sont obligées de forcer, et ça crée énormément de déséquilibre, beaucoup de douleur. Et il faut savoir que en boxe, tout ce qui est puissance, technique, tout ça, ça vient pas en fait des épaules, ça va pas venir de la ceinture scapulaire, ça va surtout venir du bassin. Et en fait, pour les rotations, beaucoup, j'imagine. Ouais, exactement. En fait, quand tu envoies un coup de poing, tu l'envoies avec le bassin, toujours. Si t'as pas cette rotation du bassin, en fait, tu perds énormément de puissance, tu perds de l'explosivité, enfin, tu perds tout. Tu peux pas, en fait, boxer sans avoir ce jeu de bassin. Et le problème de la posture, c'est que ça vient tout déséquilibrer, en fait. Du coup, tu retrouves beaucoup de blessures au niveau des épaules, beaucoup de douleurs dans le haut du dos, dans les cervicales, et après, bon, les coups, dans la mâchoire, tout ça, ça améliore pas. Bon, justement, ça, je me l'étais noté pour en discuter un peu après, sur cette histoire des postures des boxeurs avec les épaules vers l'avant. On pourra y revenir parce que ça m'intéresse de rentrer un peu plus dans le sujet. Avant ça, pour rester dans ta pratique de manière générale, aujourd'hui, toi, ton approche de l'ostéopathie, c'est laquelle? Est-ce que tu fais plus de structurel, de fascia, viscéral? Et pour être un peu plus grand public dans ce que je dis, pour éviter de perdre des gens qui connaîtraient pas ces termes-là, généralement, un ostéopathe structurel, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup craquer, on va dire, qui va utiliser des techniques de manipulation. Quelqu'un qui fait du viscéral, il va être autour des organes pour rééquilibrer des zones, des feuillets, etc., qui vont avoir des liens avec d'autres structures. Mais c'est un travail qui va être sur la sphère abdominale. Un ostéopathe qui va faire des techniques faciales, c'est quelqu'un qui va poser... Le cliché, c'est quelqu'un qui pose ses mains, qui attend et qui fait rien. Voilà. En fait, il se passe des choses qui bougent dans le corps, des tensions qui se libèrent, qui se réajustent, etc. Mais souvent, la personne pense qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'il y a juste des mains posées. C'est pas du tout du magnétisme. Enfin, en tout cas, c'est pas, ça n'a pas le but. Voilà. Bon, j'ai fait un petit tour rapidos de différentes techniques ou des différentes approches qu'il existe pour que les gens soient un peu au fait de ce qu'il existe. Toi, ton approche, elle est laquelle? Et peut-être que tu switches entre l'une ou deux en fonction des problèmes. Alors, j'ai pas une affinité particulière pour une méthode
plutôt qu'une autre. J'ai eu la chance d'être formé sur toutes ces méthodes-là par des profs qui étaient super compétents dans leur domaine, vraiment très spécialistes à chaque fois de ces domaines. Donc j'utilise tout. Alors c'est sûr que on va dire une grande majorité de ma consultation va se dérouler en structurel. Il va y avoir beaucoup de manipulation parce que bon, il y a beaucoup de mécanismes structurels. En fait, dans le sport, tu vas solliciter énormément ton corps, donc tu vas avoir beaucoup de dysfonctions structurelles. Ça va bouger, il va falloir remettre ça en place. Après, je m'enferme pas là-dedans. Ça m'arrive aussi d'avoir des patients qui n'aiment pas ça, qui ne veulent pas que je les fasse craquer, que je les manipule. Donc on fait autrement. T'as aussi les techniques musculaires. On va faire un peu de contracté relâché. C'est un petit peu, on va dire la technique structurelle douce, on va dire. Et après oui, je travaille aussi en viscéral quand j'ai besoin. Je travaille beaucoup moins en viscéral. C'est vraiment beaucoup plus spécifique quand dans l'anamnèse, dans mon interrogatoire, je vais avoir vraiment des choses qui vont m'amener vers un petit problème viscéral. Et puis le crânien facial, j'utilise beaucoup aussi. Oui, le crânien, justement, j'y pensais. Je me suis dit que j'allais me faire taper sur le doigt par des ostéos qui écoutent et qui se disent « Oh là là, il a pas parlé de crânien ». Je suis désolé, les gars, c'est vrai que moi, j'en fais très peu. Bon, facial, donc, ça, c'est un petit peu crânien, on va dire, ça englobe un petit peu le crânien aussi. Mais oui, technique douce crânienne, faciale, j'utilise beaucoup aussi. Et souvent dans mes protocoles, même avec les sportifs où je travaille beaucoup en structurel, je vais terminer souvent ma séance avec un peu de crânien pour retour au calme, rééquilibrer un petit peu toutes les tensions, calmer un petit peu, ralentir un petit peu la mécanique du corps. Et activer un peu de parasympathique. C'est ça. Je pense que à l'avenir, je le dis très souvent, hein, évidemment, parce que j'ai plein de sujets qui me viennent à chaque fois pour des épisodes prochains, mais à l'avenir, j'essaierai de faire un épisode consacré à l'ostéopathie pleinement. C'est pas la première fois que je le dis, mais j'ai envie de m'entourer de quelqu'un qui n'a pas nécessairement une approche spécifique dans un domaine sportif pour parler vraiment de l'ostéopathie, des différentes techniques, etc. Donc bon, si c'est quelque chose qui vous intéresse à vous qui écoutez actuellement, voilà, ça risque de venir prochainement où on pourra vraiment parler de toutes ces approches, de pourquoi, du comment et de sujets annexes qu'il y a autour. Tout à l'heure, tu me disais en off, et j'avais pas nécessairement noté cette question, ou en tout cas c'est pas un truc que j'avais pensé à parler, mais quand tu en as parlé, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit ça pourrait peut-être aiguiller des personnes qui sont ostéos, qui sont en études, ou même thérapeutes de manière générale en France. Tu disais que toi, alors pas quand t'as commencé, mais t'as exercé à Paris, en région parisienne. Là actuellement tu es à Montréal, tu t'es expatrié il y a un mois. Bon, on est en plein confinement, donc bonne chance et je te souhaite bon courage pour tout ça. Mais toi, tu as travaillé dans cette région-là et tu me disais que aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de démarrer dans cette région parisienne parce que c'est complètement bloqué. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Toi, tu as débuté là et comment tu as fait? Je me suis accroché. C'est vrai que c'est pas évident. En fait, la région parisienne, c'est archi saturé. Il y a le problème qu'on a à l'heure actuelle en France pour l'ostéopathie, c'est que il y a pas de numerus clausus. Donc du coup, on a un nombre illimité d'ostéos qui peuvent débarquer sur le marché tous les ans. Et il y a de plus en plus d'écoles. Et puis les promos sont de plus en plus grandes. Et on a de plus en plus de diplômés chaque année. Malgré toutes les dernières réformes qui sont tombées pour encadrer un petit peu tout ça. Et du coup, la région parisienne, c'est là où il y a le plus d'écoles concentrées. Et du coup, il y a énormément d'ostéos. Donc, c'est pas facile de se faire sa place, surtout quand tu débarques, parce que l'ostéopathie, c'est pas quelque chose que tu prends à la légère, on va dire, en tant que patient. C'est rare que tu prennes un ostéo au hasard. En tout cas, c'est le sentiment qu'ont pas mal de mes patients que j'ai vus en France.
Généralement, c'est que du bouche à oreille. Le problème, c'est que quand tu débarques sur le marché, bah, t'es pas connu. Donc, personne ne peut te recommander. Donc, tu travailles à partir de ton propre cercle, tes amis, ta famille. Et puis, petit à petit, ça va se développer. Mais bon, moi, je me souviens que autour de chez moi, allez, il devait y avoir une dizaine d'ostéos à 5-6 rues tu prends 5-6 rues différentes, t'as déjà croisé quasiment 10 plaques d'ostéo. Donc c'est énorme. Et donc du coup, c'est pas évident, faut s'accrocher, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé énormément le côté ostéopathie à domicile. Du coup, ça te fait un petit peu on va dire un plus quand tu te déplaces directement chez les gens plutôt que ce soit eux qui se déplacent au cabinet. Et puis en termes de financier, on va dire c'est ce qu'il y a de moins coûteux au début quand tu te lances. Donc Et est-ce que justement, c'est une bonne idée ça, le domicile? Après, j'ai peut-être un peu peur qu'il y en ait beaucoup qui en font aussi. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui se mettent à en faire aussi. Est-ce qu'une alternative ou une idée, ça serait peut-être de directement aller voir dans les salles de sport s'ils ont besoin d'un thérapeute, ceux qui en ont pas, pour trouver une espèce de partenariat, ou alors comme toi tu l'as fait, je sais pas si tu l'as fait, mais en tout cas tu vas le faire dans une salle de boxe, une boxe de CrossFit, des choses comme ça. Thomas Desroux m'a en parlé dans le podcast numéro 9, je crois. Allez vous regarder dans les épisodes, c'est Thomas Desroux, ostéopathe du sport à Tahiti. Il expliquait lui justement qu'il travaillait, qu'il avait aussi travaillé dans une box de CrossFit avec un partenariat qui est extrêmement simple à mettre en place, et ça permet d'avoir aussi des consultations, et puis dans un domaine précis. Si t'aimes le CrossFit, c'est la meilleure façon peut-être de démarrer aussi, non? Qu'est-ce que t'en penses? oui, bien sûr, carrément. Ça se fait de plus en plus. Moi, c'était mon idée à la base avant que se concrétise le projet Canada, parce que c'était le projet principal. Après, il y avait quand même des sorties de secours au cas où. Mais j'avais ce projet-là d'intégrer en fait, s'intégrer en fait un cabinet dans une structure sportive, comme tu dis, directement, plutôt qu'un partenariat, parce que les partenariats j'en avais. J'ai travaillé avec des salles de boxe, justement, j'avais des partenariats avec eux où justement je me déplaçais directement dans les salles, et puis t'enchaînes les gens, tu fais un système de prise de rendez-vous via les réseaux sociaux par exemple, et t'arrives, tu sais que tel jour tu vois telle personne, et t'enchaînes en fait, tu te mets dans un vestiaire ou dans une partie de la salle où tu peux déplier ta table. Mais oui, ça se fait de plus en plus. Il y en a beaucoup. Par exemple, il y a une grande salle de MMA à Paris qui s'appelle le MMA Factory, qui ont plusieurs combattants à l'UFC. Et eux, par exemple, ils ont dans leur staff un kiné du sport et un ostéopathe qui sont directement installés chez eux. En employé, tu veux dire, ou à temps plein? Ils sont pas à temps plein, mais ils ont en fait leur espace dédié, où je connais aussi des salles en fait où ils ont carrément le cabinet à l'intérieur, et donc ils ont, on va dire, ils sont pas salariés de la salle, parce que bon, généralement les salles de sport, enfin les salles de boxe plus particulièrement, pas les salles de sport type gym, tout ça, mais les salles de boxe, elles ont pas énormément de moyens. C'est pas des trucs où ils roulent sur l'or forcément, sauf les grosses structures. Mais généralement, c'est plus, on va dire, il va peut-être payer un loyer en fait pour pouvoir s'installer dans le truc, et après il utilise en fait cette structure comme cabinet, et puis après il va faire par exemple des tarifs préférentiels pour les gens de la salle, mais il peut aussi récupérer des patients extérieurs à la salle, qui va prendre un autre tarif par exemple. Ouais, mais c'est ça, dans un sens. Moi, ce que je peux peut-être conseiller, ou j'en ai déjà parlé à plusieurs personnes, mais par exemple, tu vois, si t'es pas nécessairement dans une grande ville, que tu connais
soit que tu connais ou même que tu connais pas. Tu vas dans une salle de sport, tu demandes au gérant, tu prends contact avec lui. D'ailleurs, je passe le bonjour à Alexandre Grigorian si il m'écoute actuellement, puisque j'en avais parlé avec lui lorsque je suis rentré en vacances en France il y a quelques mois. C'est tout simple. Il y a un truc tout simple, c'est que tu viens avec ta table, tu dis au patron, voilà, ce qu'on peut faire, c'est je viens avec ma table une fois par semaine. On met une affiche en plein milieu du plateau musculation ou de l'accueil ou là où ça se voit, en écrivant un ostéopathe vient faire des consultations une fois par semaine tous les vendredis. Tu mets une liste de noms à remplir, genre prenez votre place pour vendredi prochain, écrivez votre nom pour réserver votre place. Vous avez un tarif réduit parce que vous faites partie vous êtes adhérent à la salle de sport. Donc toi, tu arrives avec ta table. Tous les vendredis, tu fais tes consultations parce que les gens ils ont pris rendez-vous. Après, il faut le tourner un peu bien pour que les gens ils savent que ça c'est bénéfique pour eux, etc. Après, c'est aussi à l'ostéo de faire passer les messages et d'organiser un peu son truc, tu vois. Mais à ce moment-là, tu fais ça. Tu fais charger un tarif de base que la personne, par exemple, elle peut payer directement à l'accueil de la salle de sport, directement au gérant, comme si c'était un service annexe, tu vois. Donc, il te paye pas directement à toi, l'ostéo. Et puis toi, l'ostéo, toutes les 2 semaines ou tous les mois, par exemple, tu vas faire une facture à la salle de sport en mettant le bon montant par rapport à le deal que tu as fait avec ta salle de sport. Si tu te dis, moi, je vais pas te payer un loyer directement, par exemple, je vais te payer, ça sera dans le pourcentage, c'est-à-dire que tu vas prendre un pourcentage de chaque consultation, à toi de bien négocier. Et en fait, t'as juste à venir avec ta table, t'as accroché ton truc, t'as tes rendez-vous une fois par semaine, 2 fois par semaine, peu importe. Et puis voilà, et puis t'es à ton compte, et puis t'as fait un petit deal, et ça t'a demandé quasiment aucune ressource administrative, rien du tout. C'est une idée que je trouve qui est hyper intéressante à la fois pour les clients qui ont l'impression d'avoir quelqu'un qui est là pour eux tous les vendredis avec un tarif, enfin vendredi ou n'importe quel jour évidemment, avec un tarif préférentiel qui va s'occuper d'eux. Celui qui tient la salle, il a un service en plus parce qu'il permet à ses adhérents d'avoir accès à un thérapeute présent, tu vois, dans la salle. Et en même temps, il gagne aussi un pourcentage sur chaque consultation, donc ça peut, je sais pas, lui permettre de payer d'autres trucs. Et puis le thérapeute l'ostéo qui démarre, ou même qui a déjà démarré dans un cabinet ailleurs, mais qui veut aller directement en salle, ça lui permet d'avoir des consultations en plus, de se faire une patientèle, de faire parler de lui, d'avoir des sportifs, et puis tout ça avec une logistique assez simple, je trouve. Ouais, non, mais exactement. C'est un petit peu l'idée que j'avais de développer un petit peu ce côté-là pour aider, on va dire, les jeunes ostéos à se faire connaître, parce que c'est vraiment c'est ça le plus difficile en fait quand tu te lances dans l'ostéopathie, quand tu finis tes études et t'arrives sur le marché. C'est le plus important, c'est de te faire connaître. C'est ça qui va faire que les gens vont venir te voir, quoi. C'est vrai que la visibilité, c'est un gros souci par rapport à ça. Pas que dans l'ostéopathie d'ailleurs, dans beaucoup de métiers. Mais c'est toujours pareil, plus il y a de monde. Et encore, on n'est pas les plus à plaindre dans le sens où on peut faire un peu de publicité. Alors, il y en a qui disent que c'est de la publicité déguisée. C'est-à-dire que d'un point de vue légal, on a le droit. Mais après, sinon, d'un point de vue déontologique, il y en a qui vont dire non, on n'a pas le droit. Bon, après, chacun... on n'a pas le droit, hein. En France, l'ostéo a plus le droit de faire de la publicité. Non, en fait, t'as pas le droit de faire de publicité dans le domaine médical. C'est interdit. C'est, on va dire, quand publicité, ça va être, on va dire, tu vas distribuer des flyers, venez me voir à tel endroit et tout ça, c'est interdit en France. Parce que moi, j'avais une amie justement qui travaillait dans une boîte de marketing digital. Et elle m'avait parlé en fait d'un service de, tu sais, on va dire, c'est un peu du spam SMS, mais en gros, ils ont ces boîtes-là, en fait, ils ont des bases de données d'abonnés, d'opérateurs téléphoniques. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont créer un message d'alerte, genre par exemple, Aguesari, ostéopathe, ton numéro de téléphone, tout ça, consultation à domicile, ou je sais pas, n'importe quoi. Et en fait, ils vont envoyer ça, toute leur base de clients, sur un rayon de 2 ou 3 kilomètres autour de ta position.
Et du coup, ça va envoyer un spam à des milliers de personnes. Mais en fait, quand elle commençait à se renseigner, elle m'a dit que non, elle avait pas le droit en fait pour mon domaine, pour le domaine médical. Ah ouais. Et puis le problème avec ça, c'est que c'est du prospect, si on parle en termes marketing, Ouais. parfaitement froid. C'est-à-dire que tu vas avoir pour 10 000 messages, tu vas avoir peut-être une Ouais, poignée ouais. de personnes qui sont curieuses. Et comme on le dit, comme on l'a dit au début, et tu l'as rappelé, c'est vrai que on fait des métiers quand même qui se basent beaucoup sur la confiance et la bouche à oreille fonctionne beaucoup. Et c'est vrai que la publicité Ah, hyper froide comme ça, je suis pas ça très marche, fan non plus, ça mais marche pas terrible. ouais, c'est difficile en fait quand tu peux pas faire de pub. Alors je crois qu'ici c'est différent, hein. Au Canada, c'est pas exactement pareil. Ici, tu peux faire de la pub comparé à la France. Ouais, tu peux faire de la pub, les dentistes peuvent faire de la publicité aussi. Je crois que ça va être que les médecins. Euh, corrigez-moi dans les commentaires ou n'importe où si je me trompe, parce que je suis pas sûr de ce que j'avance, je connais pas exactement les lois de toutes les professions. Par contre, je me pose la question, c'est que les ostéos on a droit ici, mais en France, comme l'ostéopathie n'est pas considérée comme une profession de santé, comme peut l'être un kiné, un médecin, un spécialiste, etc. Bah, maintenant, si, hein. Moi, de ce que je me souviens, c'est que justement, comme on n'est pas considéré comme professionnel de santé, on peut faire de la publicité d'un point de vue légal. C'est juste que c'est mal vu. Enfin, c'était l'idée que j'avais Mais moi avant de je crois partir. qu'on a le statut de profession médicale, même si on est un petit peu mis à l'écart en France des autres professions médicales. On a ce statut-là maintenant. Ça a pas mal évolué hein, ces dernières années. Et ça a changé, hein, c'est reconnu comme une profession médicale, même si bon, on est un petit peu le vilain petit canard de la profession médicale en France. On a l'impression qu'on est un petit peu mis à l'écart, mais c'est assez reconnu maintenant comme profession médicale, l'ostéopathie en France. C'est pour ça que c'est de plus en plus réglementé maintenant. D'accord. Bon, s'il y a des spécialistes qui connaissent exactement les lois, qui ont envie d'intervenir, contactez-moi. Vous trouverez, allez regarder les notes, le site, etc. Vous trouverez de quoi me contacter, m'envoyer un message pour me donner les informations si vous avez envie. Je suis curieux. Et puis voilà, comme ça, vous pourrez me dire exactement ce qu'il en est. Pour rebasculer un peu sur ton parcours, en tout cas ton expérience, toi, tu l'as bâti. J'aime bien savoir en général comment les gens en sont arrivés un peu là où ils en sont aujourd'hui. Est-ce que tu t'es servi plutôt de livres? Est-ce que tu as pris des formations d'ostéopathie? Est-ce que c'est surtout ton expérience personnelle dans tes consultations? Qu'est-ce qui t'a le plus apporté et qui fait que tu as gagné en expérience? Définitivement, ce qui m'a le plus apporté, c'est l'expérience personnelle. C'est vraiment la pratique. Hein. C'est le toucher, la pratique, le fait de découvrir à chaque fois de nouvelles, on va dire, une nouvelle vision, des nouveaux, des choses que tu retrouves très très régulièrement en fait chez tes patients. Et c'est vraiment ça. Après, bon, plus tu pratiques, plus tu gagnes en expérience. Donc, le fait de pratiquer énormément, ça me prenait beaucoup de temps. Et surtout, en fait, quand tu travailles avec les boxeurs, souvent tu vas travailler tard. Tu vas travailler très tard parce que ça s'entraîne jusqu'à tard. Et les sportifs, ils n'aiment pas quand tu leur dis il faut du repos après une séance d'ostéo. Donc généralement, tu vas les prendre juste après l'entraînement et ça peut finir assez tard. Donc j'avais pas trop le temps de faire beaucoup de formations. Après, il n'y avait pas forcément énormément de formations qui m'attirait plus que ça. Il y a pas beaucoup, je trouve, de formations sur le traitement des sportifs spécifiques, on va dire. Justement, ouais, j'allais te demander si tu avais des ressources sur ça. Franchement, j'en ai. Après, bon, je connais pas toutes les formations qui existent, mais je suis jamais tombé sur ce genre de formation vraiment. On va dire la formation qui me dit ah ouais, celle-là faut que je le fasse.
ça me paraît super intéressant. Je sais que Michael Gundil, Michael, peu importe, qui coécrit les livres avec Delavier, les méthodes de Delavier, que normalement beaucoup de gens connaissent. Il a sorti un livre récemment sur l'entraînement des sportifs ou les blessures des sportifs, je sais plus, ou peut-être les deux d'ailleurs, que j'ai pas lu. C'est la prépa, je sais plus exactement, l'entraînement pour sport de combat ou les blessures des sports de combat ou des choses comme ça. Je sais que Delavier, je sais pas si c'est Delavier uniquement ou justement c'est peut-être ce livre-là dont tu parles. Ils ont fait un livre un bouquin sur l'entraînement des combattants de MMA. En fait, la musculation, c'est plus ça. La musculation pour les combattants de MMA. Ah oui, ben voilà, exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, ça parle pas trop de thérapie, mais j'imagine qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de notions de mécanique. Tu l'as lu ? Alors celui-là, non, pas spécifiquement, mais j'ai lu les autres bouquins de Delavier sur justement la musculation spécifique sur certains trucs, enfin les mouvements de musculation, tout ça. Je trouve que c'est bien décrit. Et c'est super intéressant parce que il t'explique parce que bon faut aussi reconnaître que dans les gens qui font de la musculation, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bêtises, on va dire, pour être poli. Et en fait, il explique super bien les mouvements et il t'explique justement comment ne pas te blesser, pourquoi faire tel mouvement comme ça correctement. Il t'explique les différentes morphologies aussi. Par exemple, un exemple tout bête, quand tu fais du développé couché à la barre, t'as des gens qui sont plus à l'aise avec une barre fixe, donc une grande barre avec le développé classique à la barre, et t'as des gens qui sont plus à l'aise avec les haltères, avec une haltère dans chaque main pour faire un développé couché. Et ça, en fait, il te l'explique pourquoi, il t'explique en fonction de la morphologie de tes épaules. Si tu as les épaules en avant, plus les épaules en arrière, bah, tu vas avoir plus de facilité dans un mouvement et dans l'autre. Et tu vas être beaucoup plus à l'aise dans un type de développé couché plutôt que dans l'autre. Et donc, il vaut mieux que tu fasses ce type-là pour pas abîmer tes articulations et mieux développer tes muscles. Donc, c'est super intéressant, je trouve. Ouais, j'en avais beaucoup parlé dans des épisodes précédents, même dans des contenus un peu plus privés, sur email par exemple, ou même dans mes consultations. C'est vrai que je me sers énormément de la morphologie, puis j'en ai parlé régulièrement de la morphoanatomie. Il y a quand même un podcast qui est avec Rudy Koya où on en a énormément parlé aussi. Donc si vous êtes un peu sportif, que vous pratiquez la musculation, allez regarder un peu dans ces domaines-là, morpho-anatomie. C'est hyper intéressant, ça va vous expliquer énormément de choses. Si vous débutez en salle de sport, c'est vrai que des livres comme la méthode de Delavier ou le guide de mouvement ou la méthode de Delavier 2 va vous apporter énormément de connaissances, en tout cas de base hyper solides, rien que sur l'exécution de mouvements. Vous pouvez retrouver des chaînes YouTube, vous pouvez retrouver plein de contenus qui va vous expliquer comment faire un mouvement, mais s'il y a qu'une seule chose à retenir ou une ressource à avoir lorsqu'on veut démarrer, je pense que c'est déjà pas mal. Ce sont des livres qui ont été souvent mentionnés dans le podcast quand j'ai reçu des sportifs. Bon, c'est une certaine base. Après, on peut critiquer ce qu'il y a derrière, un peu plus loin ou quoi que ce soit. C'est autre chose, mais si vous prenez le bouquin tel qu'il est, je pense que ça représente un excellent début pour ceux qui veulent démarrer. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, faisons la transition sur un peu plus de technique, d'entraînement, de blessures. Si on reste sur le combattant, tu vois, sur le boxeur. Si on reste sur le boxeur, toi, dans ton expérience et ta pratique, c'est quoi les blessures les plus courantes que tu as vues dans ces sports de combat ? En tout cas, que tu retrouves en consultation régulièrement. Alors, on va dire, number one de toutes les blessures, ça va être l'épaule. Ça reste une grosse articulation, il y a beaucoup de muscles, beaucoup de ligaments. Et en fait, les chocs répétés et puis la posture n'aidant pas, la posture du boxeur avec les épaules en avant, le dos bombé, la tête un peu en mode tortue, en fait. T'as la tête un peu rentrée dans les épaules en avant. Tu protèges un petit peu tout ça, tu te fais une carapace. Ça fragilise énormément les épaules et puis les chocs répétés, c'est une catastrophe. Donc, je retrouve énormément en fait de problèmes au niveau des épaules. Bien sûr, les poignets, c'est une catastrophe chez les boxeurs.
Donc c'est des choses qui sont souvent. Alors il y a beaucoup de fractures, surtout ceux qui font du MMA parce que les gants ne sont pas les mêmes qu'en boxe. C'est des gants beaucoup plus fins. Donc t'as beaucoup plus de chocs. Donc ça arrive beaucoup les fractures au niveau du poignet ou de la main. Et euh, et paradoxalement, les choses que tu retrouves beaucoup, c'est les problèmes au niveau des appuis au sol, c'est-à-dire au niveau des pieds. Et c'est une cata. Donc c'est les trois trucs, on va dire, que tu retrouves le plus souvent chez les boxeurs. On va dire numéro 1, les épaules, numéro 2, les poignets, mains, et numéro 3, ça va être pieds, chevilles, et un petit peu tout. Et quand tu dis que c'est une cata au niveau des appuis, comment ça se manifeste? Est-ce que c'est des entorses de cheville, des Des problèmes de entorses, genoux? des pertes de mobilité, pertes de stabilité. En fait, ça décale toute leur posture, toute leur appui, en fait, au niveau du sol. Ils se plaignent de douleurs dans l'avant-pied, au niveau de la cheville, comme tu dis, beaucoup d'entorses. Quand ils vont faire un footing, à chaque fois, tu demandes à un boxeur combien d'entorses il s'est fait, il va te sortir, j'en ai fait 7-8. C'est des choses que je retrouve souvent. Et moi, c'est dans mes séances, surtout avec les sportifs, c'est quelque chose que je travaille énormément, en fait, c'est la posture via les appuis du sol. Et est-ce que sur des coups de pied, par exemple, pour ceux qui font de la boxe taille, par exemple, le fait d'avoir cet impact sur le pied, alors je ne suis pas spécialiste, j'imagine qu'il tape peut-être avec l'avant du pied, avec le tibia, je sais pas trop, mais est-ce que ça déstabilise encore plus, ça met plus de risques sur la Oui, cheville? clairement. Les combattants de boxe thaï, c'est ceux qui ont, on va dire, ça dépasse même je te disais, c'était les épaules que tu retrouves le plus comme en blessure, mais en boxe thaï, plus que en kickboxing d'ailleurs. Vraiment, à boxe thaï, c'est là où tu retrouves principalement les problèmes au niveau des chevilles à cause de ces impacts, parce que ça travaille beaucoup dans les jambes. Ok. Tu me parlais des poignets. Ouais. Mis à part les fractures et les entorses graves, on va dire, où l'ostéopathie ne peut rien faire, en tout cas ne peut rien faire. Bon, il y a encore des grands débats sur ça, mais sur une fracture, Ouais. l'ostéopathie, non, parce qu'il y en a qui disent oui, on peut prendre en charge la fracture pour travailler Ouais, autour, non. etc. Bon, on n'est pas là pour discuter des débats de qui ou quoi, mais si on part du principe fracture, bon, on Ouais. va pas recoller les os, hein, on arrête tout de suite les bêtises, mais sur une petite entorse ou sur des problèmes de poignet, de mobilité, des douleurs récurrentes, qu'est-ce que tu es capable de faire, toi, en consultation? Bah, déjà, le conseil que je donne souvent aux boxeurs, c'est après des entraînements de faire on va dire un petit bain glacé pour les poignets et les mains. En fait, tu prends une petite bassine d'eau froide avec des glaçons et tu plonges tes mains jusqu'aux avant-bras pendant 5-10 minutes, histoire de décongestionner un petit peu tout et de réduire un petit peu les inflammations. Après, au niveau de toutes les blessures qu'on retrouve, bon, moi, je vais travailler déjà au niveau de la structure articulaire, donc remettre un petit peu tout bien en concordance l'un en face de l'autre, et puis travailler beaucoup aussi au niveau tissulaire, redétendre un petit peu les tissus en fascia, redonner de la mobilité tissulaire, parce que c'est avec l'inflammation en fait des chocs, ça vient tout rétracter. Donc avec le froid, on va un petit peu réduire ces inflammations au fur et à mesure qu'ils le font. Et puis nous, en consultation, bah, on va travailler justement sur la détente de ces rétractations tissulaires. Pour rester sur des concepts encore ostéopathiques, où les gens ils n'ont pas nécessairement grande conscience, on a des chaînes en général, c'est-à-dire qu'il va y avoir des adaptations d'un endroit à l'autre qui vont se faire par des tractions. Ouais. Pour prendre les choses clairement, tu peux avoir un problème au niveau du poignet, ce qui fait que le poignet est en perte de mobilité, on va dire, ce qui va mettre de la tension sur des muscles de l'avant-bras, ce qui va grosso modo donner des pertes de mobilité ou des dysfonctions au niveau du coude qui vont se retransmettre au niveau de l'épaule. Et en fait, on va essayer de chercher un peu la cause, la conséquence, essayer de déverrouiller et libérer un peu tout l'axe. Est-ce que, et pour le coup, c'est vraiment une question que je me pose dans ce cas-là, est-ce qu'il y a beaucoup de conséquences sur le coude? Enfin, j'imagine que oui, mais
Est-ce qu'il y a une explication, il y a quelque chose de logique ou de rationnel qu'on pourrait verbaliser pour les gens qui nous écoutent, de se dire tiens, il y a un problème au niveau du poignet, ça me fait mal au coude ou ça me fait mal à l'épaule. Pour ceux qui n'ont pas trop ce schéma, cette réflexion ostéopathique un peu de chaîne lésionnelle, comment tu pourrais l'expliquer ça? Alors, comment expliquer ça? Comme tu as dit, en fait, tout est relié en fait musculairement entre le poignet et le coude, ensuite entre le coude et l'épaule. Forcément, au niveau d'un poignet, si tu vas décaler, on va dire s'il y a un problème articulaire qui fait que ça déstabilise un petit peu, on perd de la mobilité, ça va engendrer que tu as certains muscles qui vont devoir compenser cette perte de mobilité, vont devoir travailler plus et donc vont se déséquilibrer par rapport aux différentes loges. Donc ça va remonter, en fait, on va continuer à travailler. C'est souvent comme ça que ça apparaît, en fait, par exemple les tendinites, souvent du coude. Ça, c'est des choses que on voit souvent aussi chez les sportifs. Le problème vient pas forcément du coude, mais va venir, comme tu dis, des chaînes musculaires. Donc on va avoir des muscles qui vont compenser une perte de mobilité, une dysfonction articulaire au niveau d'une articulation, comme par exemple le poignet, et puis ça va remonter jusqu'au coude, et puis au coude, du coup, ça va engendrer un déséquilibre qui va devoir être compensé par les muscles du bras, et ça va remonter jusqu'à l'épaule, puis au niveau de l'épaule, on a toute une batterie de muscles aussi qui vont essayer de se réadapter, et ainsi de suite. En fait, c'est comme un château de cartes. En fait, si tu déstabilises un côté, ça va déstabiliser un petit peu tout. Ça va essayer de compenser pour que tout ne s'écroule pas. Le corps travaille énormément, il essaie de compenser énormément. Tout le corps est très très, on va dire, très intelligent entre guillemets. Il travaille énormément pour essayer de se faire sentir dans la meilleure condition que tu vas. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. En gros, il va essayer de s'adapter en fait à ta gêne pour que tu le vives le mieux possible. Ça va pas forcément être très agréable, mais le corps va essayer de faire, on va dire, le mieux avec le pire. On va dire que ça sera moins pire. Ouais, c'est exactement ça. Malheureusement, des fois, le mieux, il travaille tellement qu'il finit par souffrir trop et c'est lui qui fait mal, Exactement. alors que c'est pas il a une structure qui est adaptatrice de base. Et moi, il y a un exemple que j'aime bien donner en consultation, par exemple. Je trouve que les gens, ils arrivent à comprendre cette histoire de compensation. Surtout sur des douleurs au niveau de l'épaule et de la nuque. Si par exemple ton articulation de l'épaule, c'est-à-dire ton humérus qui bouge dans ton épaule, parce que des fois les épaules, les gens ils pensent que c'est aussi au niveau des trapèzes, mais si on prend l'articulation de l'épaule, donc de l'humérus, si ça bouge pas trop, par exemple, lorsque tu vas vouloir, si elle a une mobilité qui est diminuée par X raisons, bon bref, quand cette personne va vouloir lever le bras, pour attraper un objet, pour pratiquer son sport, peu importe, elle ne va pas pouvoir utiliser cette articulation à son 100%. Donc elle va utiliser par exemple 80% de son amplitude normale. Et pour compenser ces 20% qui manquent, le muscle du cou, du trapèze, va surélever l'omoplate pour finir le geste, en fait, pour finir l'amplitude. Et en fait, on se retrouve avec un trapèze, dans ces cas-là, qui va travailler beaucoup plus qu'il n'est censé le faire. Et il va se mettre à commencer à faire mal, à être tendu, à donner ces petites brûlures au-dessus des épaules, là, sur le bas de la nuque, tu vois. Et puis, ça peut venir tirer un peu sur les cervicales. Donc, quand il va tourner la tête sur la gauche ou sur la droite, il va amener certains muscles dans un état d'étirement il va les étirer. Ces muscles-là sont un peu déjà enraidis par le fait de travailler trop pour compenser cette épaule. Et on se retrouve avec des douleurs qui se retrouvent entre la nuque, les trapèzes, l'omoplate, dans ces zones-là, tu vois. Après, il y a plein de choses qui peuvent survenir. Mais déjà, je trouve que ça permet, quand tu montres à la personne, en plus, quand tu lui fais faire le mouvement, il comprend très bien que, ok, c'est ce muscle-là qui prend tout le travail et en fait il finit par fatiguer trop parce que le problème d'origine vient de l'articulation de l'épaule gléno-humérale pour les puristes. Exactement. Bon, je pense que c'est bon de le rappeler des fois aussi, cette histoire de chaîne et de compensation. Les gens ils sont pas forcément au courant, ou en tout cas ils n'ont pas nécessairement conscience de ce qui se passe et d'ailleurs c'est normal puisque c'est pas leur métier et puis c'est à nous d'essayer de faire ce travail aussi
faut les rendre conscients de Mais ce qui se passe. moi, c'est pour ça aussi que je mets un point d'honneur en fait dans mes consultations à beaucoup parler avec mon patient et lui expliquer un peu ce qu'on fait. Parce que souvent, quand tu as des patients qui viennent pour, par exemple, une lombalgie, et que bah tu vas voir un petit peu tout autour, tu vas travailler un petit peu sur les pieds, sur les membres inférieurs, qui va pas comprendre pourquoi. En fait, si tu lui dis rien, ça, on va dire que la communication avec le patient, ça fait aussi partie de ton traitement. Ça va aussi le mettre en confiance et on va dire le permettre à son corps de se déverrouiller par rapport aux soins. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, le fait qu'ils comprennent ce qu'on lui fait et qu'ils sont en confiance, il va se laisser aller beaucoup plus et on va être beaucoup plus efficace dans notre traitement. Il va accepter ce traitement-là et l'intégrer plus facilement. C'est ça. Donc c'est très très important de vraiment beaucoup communiquer avec son patient, parce que j'ai des patients qui me racontaient qu'ils étaient déjà allés voir des ostéopathes qui ne disent rien de toute la consultation. Ils t'allongent, ils font de leur truc. À la fin, merci, au revoir. Donc t'es là, t'as rien compris, tu sais pas ce qui s'est passé, on t'a craqué dans tous les sens, ou voilà, mais tu comprends pas. Et du coup, bah t'es frustré aussi en tant que patient, parce que t'aimerais bien comprendre ce qu'on t'a fait et par quel mécanisme tu t'es fait mal et comment on t'a soigné. Ouais, mais tout à fait. Et puis des fois, au-delà même du résultat et du soulagement qu'on peut apporter, la personne qui vient consulter, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais très souvent c'est quelqu'un qui, dans un premier lieu, veut savoir pourquoi il a mal, qu'est-ce qui lui fait mal, pourquoi, et qu'est-ce qui est mis en place, comme tu dis, hein, qu'est-ce qui est mis en place en fait pour enrayer le problème, la solution, que ça marche immédiatement ou dans quelques jours, ou des fois que ça ne fonctionne pas réellement, parce qu'on va pas se le cacher, je veux dire, tous les traitements ne fonctionnent pas à 100%, mais déjà rien que le fait de lui avoir expliqué pourquoi il a mal, ce qu'on a fait et quelle est notre vision et qu'est-ce qu'on va entreprendre, déjà il se sent bien plus rassuré. Bah oui, carrément. J'ai envie de revenir sur ces épaules en avant là que je m'étais noté. Il m'a été fait un point d'honneur d'absolument en parler. Les épaules en avant des boxeurs, donc ils ont cette posture avec les mains, les bras vers l'avant, à la fois pour se protéger puis donner des coups. Et moi je me disais, tu vois, c'est un réel problème de posture qu'on peut retrouver chez des gens qui sont pas nécessairement boxeurs. Tu vois, quand on est trop à l'ordinateur, on se courbe vers l'avant, on a les épaules qui glissent, on perd de la mobilité vers l'arrière. Et est-ce que dans le cas des boxeurs justement, il faut traiter ce déséquilibre-là parce que ça peut nuire à leur santé, ou au contraire ça peut être une mauvaise approche que de vouloir traiter ce déséquilibre, parce qu'en fait cette façon de se tenir pour eux est un moyen d'avoir une meilleure efficacité, une rapidité plus grande et peut-être de meilleurs coups, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il faut enlever ce déséquilibre ou pas parce qu'il sert le sportif? Non, il faut définitivement le corriger, parce que en fait, comme je t'ai dit, au niveau de la boxe, un des mouvements les plus importants, ça va être les mouvements de rotation, et ça se résume pas que aux épaules. En fait, c'est quasiment toute la puissance du boxeur va venir du bassin. Et le problème, c'est que si tu vas avoir les épaules qui sont déséquilibrées, bah on a toujours les deux ceintures, ceinture pelvienne et ceinture scapulaire, donc les épaules et le bassin qui vont se réorganiser l'une par rapport à l'autre. S'il y en a une qui est en déséquilibre, l'autre va devoir la compenser. Et donc forcément, si tu as un déséquilibre au niveau des épaules, bah ça va déséquilibrer derrière le bassin, et donc il perd complètement toute son efficacité, il perd sa vitesse, il perd sa puissance, il perd tout. Et c'est vraiment très très important de corriger. Alors c'est des choses qui vont revenir à chaque fois, parce que bah ils vont continuer à s'entraîner, à reprendre ses positions, mais il faut les corriger à chaque fois. C'est pour ça que quand on fait de la boxe, on va dire un niveau de compétition, que ce soit à très haut niveau ou à niveau régional, à un petit niveau, on va dire, il faut avoir un suivi régulier, pas forcément que de l'ostéopathie, mais
en partie. Et donc, ouais, c'est des dysfonctions qu'il faut corriger. C'est des choses qu'il faut corriger. Tu peux pas laisser. Et de toute façon, ça n'a aucune incidence en fait sur leur performance. Au contraire, ça les dessert. Et en termes de fréquence, tu recommanderais quoi à un boxeur en termes de consultation, d'aller voir un ostéo, d'aller te voir par exemple, qui n'a pas forcément d'une douleur particulière, en tout cas, qui veut faire ce check-up pour ce déséquilibre des épaules, tu lui conseilles quoi? Combien de fois par an, par exemple? Après, tout dépend de la pratique. On va dire un boxeur lambda qui va s'entraîner. Alors généralement c'est ça. Les gens qui font de la boxe, que ce soit loisir ou en semi-pro ou amateur ou compétition, il va s'entraîner à peu près 3 fois par semaine en moyenne. Donc ceux-là, je vais les voir, on va dire tous les 6 mois pour un check-up. Si tout va bien, hein, on est d'accord. Si tout va bien, oui. Tous les 6 mois pour un check-up. Après, quand on monte, on va dire en niveau, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des sportifs de très haut niveau qui s'entraînent tous les jours, 2 fois par jour, des entraînements de 3 heures. Donc eux, ils mettent beaucoup de contraintes sur leur corps au niveau de leur entraînement, beaucoup d'intensité. Et aussi lors des compétitions, c'est des compétitions où ils vont affronter d'autres boxeurs de très très haut niveau. Donc eux, je vais les voir beaucoup plus souvent. On va dire, je vais les voir quasiment tous les 2 mois, voire tous les mois s'il y a besoin, mais on va dire au moins tous les 2 mois, 3 mois grand maximum. Parce que là, on va dire, c'est son métier. Donc il met tellement de contraintes sur son corps que au bout d'un moment, le corps il n'arrive pas à suivre, donc on a besoin de cette restructuration. Et on part du principe que l'athlète en question n'a pas une douleur ou un problème handicapant, c'est plutôt du suivi régulier en fait pour que il se sente le mieux possible tous les jours. Hein. C'est l'idée, parce que pour éviter les grosses blessures, on va dire. Parce que le problème, c'est que un athlète de haut niveau qui se blesse, il met en danger sa carrière parce qu'il ne peut plus s'entraîner et donc il perd, en fait, il perd son niveau, on va dire. Il régresse. Tant qu'il s'entraîne pas, il régresse et quand il est blessé, il ne peut pas s'entraîner. Et ça, c'est aussi un gros souci que j'ai avec mes sportifs de haut niveau, c'est que quand tu fais une séance d'ostéopathie, souvent on conseille jusqu'à 48 heures de repos après la séance pour laisser le corps un peu travailler. Ça, c'est difficile à leur faire accepter. Ouais, j'imagine. C'est des gens qui aiment pas trop rester inactifs aussi, qui veulent pratiquer. Ils ont l'impression aussi de perdre un peu de temps s'ils s'entraînent pas. C'est compréhensible. C'est pas facile. Et tu conseillerais quoi pour améliorer la récupération d'un boxeur? Est-ce que toi, tu as des astuces, des choses particulières? S'il y en a un athlète qui nous écoute et que il est friand de conseils pour mieux récupérer. Alors, déjà, il n'y a pas de secret au niveau de la récupération. C'est une hygiène de vie irréprochable. C'est-à-dire pas d'excès, pas de hygiène alimentaire nickel. Faut manger bien, faut boire bien. Et puis derrière, il y a pas mal de choses qui sont faites maintenant. Alors bon, j'ai eu une discussion là-dessus il y a pas longtemps avec un collègue sur la cryothérapie. Personnellement, je n'ai jamais testé, donc je n'ai pas d'avis là-dessus. J'ai plusieurs sons de cloche dans les sportifs de haut niveau que je connais qui me disent certains ouais c'est super, d'autres qui me disent moi ça me fait rien. Quelque chose qui est très bien, c'est plutôt que la cryothérapie, c'est le bain froid. C'est pour améliorer la récupération musculaire, calmer un petit peu tout ce qui se passe un petit peu dans le corps. C'est tu t'immerges dans dans le froid. Pas besoin que ce soit un truc de cryothérapie à moins je sais pas combien. Juste de l'eau froide, peut-être quelques glaçons si tu veux un petit peu, et ça aide énormément déjà. Ok, j'imagine que ça sert aussi pour diminuer les contusions quand il y a eu des coups. C'est quoi les conséquences
Est-ce que tu en as vu toi ou que tu connais peut-être par ton expérience ou de ce que tu as lu, de gens que tu as côtoyés, les conséquences pour le corps, pour le cerveau, pour les neurones des KO qu'on voit régulièrement en sport de combat? Alors, moi personnellement, j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'avoir ce genre de cas entre mes mains. Alors je sais pas si c'est parce que c'est les boxeurs que je suis qui sont bons, Si, si, mais si, si. ils prennent rarement des KO. C'est parce qu'ils ont un excellent Ils thérapeute prennent, qui leur permet d'avoir un réflexe accru ça pour doit être éviter les ça. coups. Mais là-dessus, j'ai pas trop de recul. J'ai pas eu trop de justement l'occasion d'avoir entre mes mains et pouvoir côtoyer des gens qui ont pris plusieurs KO. Parce que bon, c'est sur un KO, je pense pas que tu prennes trop de dommages non plus. Même si bon, tu débranches le courant hein, sur un KO. C'est jamais super, mais je pense que c'est quelque chose qui doit se voir à la longue. Et ce serait à la limite intéressant de faire une étude là-dessus. Travailler avec plusieurs boxeurs qui ont pris plusieurs KO, faire des études un petit peu sur l'activité cérébrale et tout ça. Mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses qui sont faites, surtout dans le football américain. Il y a eu pas mal de polémiques là-dessus sur les commotions cérébrales. Mais c'est vrai que moi personnellement sur le sujet dans la boxe, j'ai pas eu trop j'ai pas assez de recul là-dessus. Le seul truc que je connais sur ça, je crois que ça s'appelle l'encéphalopathie du boxeur, ce qui est j'imagine une espèce de dégénération neuronale progressive qui est due à de nombreux coups. Ouais. Alors, j'invite tout le monde à aller regarder, à aller faire ses propres recherches parce que j'ai pas plus d'informations, je connais pas plus que juste le nom et de ce que ça me parle. Et pour le souvenir aussi qu'on avait eu ça dans un cas clinique je sais plus en quelle année pendant mes études, où en fait personne n'avait trouvé, évidemment, puisque personne ne connaissait ça. On avait tous donné enfin pas des diagnostics, mais des diagnostics différentiels qu'on appelle sur plein d'autres pathologies. Et en fait, le truc, la vraie pathologie qui était demandée, qui était recherchée pour ce cas clinique théorique, c'était l'encéphalopathie du sportif, qui doit peut-être porter un autre nom. C'est le seul truc que je connais. J'irai creuser, ça m'intéresse un peu, mais sinon à part ça, effectivement, j'ai pas non plus beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y aurait des moyens de renforcer son corps au coup, tu penses? Oui, carrément, carrément. Il y a surtout, ça c'est beaucoup fait en MMA. Moi, j'ai pas mal de connaissances avec des entraîneurs en fait de MMA ou des anciens combattants qui travaillent là-dessus en fait, qui coachent maintenant, qui sont coachs perso ou qui entraînent en MMA. Et en fait, ils font du renforcement musculaire au niveau du cou énormément. En fait, c'est de la muscu du cou. Ils vont faire ils accrochent des poids au niveau de la tête et en fait, ils font des flexions, extensions latérales. Et en fait, ça renforce énormément la musculature du cou et ça absorbe le choc en fait ça va aider à réduire en fait le choc au niveau de la mâchoire ou de la tête. Ok, ah ouais, tu vois. Après, il y a Quand tu me aussi le au dis. niveau des entraînements, ça je l'ai vu il y a pas longtemps justement quand je suis arrivé, je venais d'arriver à Montréal, je suis allé m'entraîner justement dans la salle de mon ami à Montréal. Et justement, il y avait un coach de boxe anglaise qui est assez réputé, qui était là. Et en fait, il m'expliquait que les esquives en boxe, c'était très important. Les mouvements de tête, en fait. Quand tu esquives, il suffit pas juste, par exemple, quand tu veux esquiver un crochet, par exemple, il suffit pas juste en fait de te pencher sur le côté comme tu sais le mouvement basique qu'on connaît, tu vois, les esquives sur les côtés, tu vas te pencher d'un côté puis de l'autre, mais en fait il m'a dit faut que tu emmènes la tête en même temps parce que si tu esquives pas assez fort et que le crochet arrive quand même au niveau de ta tête, bah le fait de tourner ta tête en fait tu vas accompagner le geste et tu vas réduire l'impact. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je vois. Par exemple, il y a un boxeur, Canelo, le Mexicain, qui fait beaucoup ça. En fait, il esquive énormément, même quand il prend des crochets. En fait, il va tourner la tête en même temps qu'il reçoit le crochet. Donc, même s'il prend le coup, en fait, il réduit l'impact en accompagnant le coup. Et ça, c'est des choses à travailler en fait à l'entraînement quand on est boxeur. Les esquives et la mobilité de la tête en fait pour réduire l'impact, pour absorber le choc en fait. Parce que ce qui crée le chaos, en fait, c'est... comment expliquer? Je suis pas un spécialiste là-dedans, et tu vas peut-être justement pouvoir me donner beaucoup plus de substance à ça, mais c'est de recevoir au niveau de la tête d'un côté une force, un coup, et c'est encore pire si par exemple la tête va dans le sens opposé, parce que ça augmente, on va dire, la différence des forces, Ouais. et ça va faire... la légende, c'est que ça ferait taper le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Alors, je Parce suis que pas trop, Vas-y, moi, dis-moi. je suis pas trop, je pense pas que, je pense que le coup le plus dévastateur en boxe, enfin, pas forcément en termes de lésions, en fait, de séquelles, mais plus en termes de KO. Je pense que tu as plus de chances de tomber KO quand tu prends un coup dans la mâchoire plutôt que quand tu prends un coup dans le crâne, en fait, au niveau du, vraiment du crâne en soi, quoi, au-dessus sur la voûte. Parce que au niveau de la mâchoire, en fait, ça va complètement déséquilibrer. Bah, en ostéopathie, on décrit la mâchoire comme un des centres d'équilibre avec les yeux, enfin, au niveau de la posture. On va avoir les trois entrées posturales du corps, ça va être les pieds, les yeux et la mâchoire. Et en fait, la mâchoire, ça s'articule aussi avec on va dire, le, je reprends mes mots. Le temporal, peut-être? Voilà, le Ouais, temporal vas-y, non, mais tu avec, peux reprendre. Ouais. voilà, la mâchoire va s'articuler avec le temporal. Et dans le temporal, on a l'oreille interne. Donc, je pense que là-dessus, c'est là où tu vas avoir le plus gros déséquilibre parce que tu vas aller cogner au niveau des cristaux de l'équilibre. Et c'est ça qui va tout déconnecter, en fait. Moi, c'est mon avis sur, on va dire, par rapport à mon expérience avec les boxeurs. Je vois plus de coups dévastateurs dans la mâchoire plutôt qu'au niveau du crâne. Ok, s'il y a encore une fois des spécialistes sur ça, n'hésitez surtout pas à me contacter, ça m'intéresse. Comme ça, vous pourrez me dire de quoi il s'agit, et puis ça pourra peut-être être l'objet d'un autre épisode sur ces domaines un peu plus précis, sur le chaos, les déséquilibres, l'oreille interne, etc. dans les sports de combat. Est-ce que, avant de terminer avec mes petites questions de fin que j'ai l'habitude, est-ce que tu penses qu'il y a un moyen, avec l'ostéopathie, d'améliorer la technique du boxeur, d'améliorer peut-être sa fluidité, sa rapidité, sa coordination? Alors, pas, on va dire, pas de façon directe. Bien sûr qu'on va l'aider, en fait, à s'améliorer, mais c'est pas nous directement. On n'est pas des magiciens, c'est pas en trois techniques que tout de suite, à la fin de la séance, il va être plus rapide. Mais on va mettre son corps dans les meilleures conditions pour que derrière, il puisse travailler à 100%, voire à 150% de ses capacités, pour pouvoir dépasser ses limites et pour pouvoir progresser. Donc, on va dire, on est un petit peu artisan de leur progression de façon indirecte. On va mettre le corps dans les meilleures dispositions pour que derrière, il s'améliore. Ok, tu vas pas avoir une promesse aussi Non, aussi claire que en un rendez-vous en ostéo par X technique, vous non. allez améliorer de temps, de Voilà, secondes votre rapidité. Ouais. j'ai pas l'habitude de faire des promesses à mes patients. Euh, voilà, je les mets dans les meilleures conditions. Après, c'est à eux d'écouter mes conseils et de travailler au mieux pour progresser euh, au niveau, euh, au niveau technique, rapidité ou quoi que ce soit. Excellent. Bon, pour finir, j'ai toujours 3 questions de fin. La première, quel est le 15... Pardon, la première... Je la refais. La première, quel est le meilleur conseil que tu donnerais, toi, à quelqu'un qui voudrait commencer la boxe
ou en tout cas un autre sport de combat, et qui a peu de connaissances aujourd'hui? Bah, alors déjà, c'est un très bon choix. Et après, voilà, faut se rendre compte en fait que c'est toute une hygiène de vie aussi à respecter. Et il faut surtout en fait ne pas viser, ne pas se donner des objectifs flous. Faut y aller par étapes. La boxe, c'est un sport qui est très difficile, mais on a la chance d'avoir de très très bons formateurs un peu partout qui vont y aller par étapes. Donc, faut surtout pas vouloir brûler les étapes en se disant oh, je veux taper fort, je veux faire ci, je veux faire ça. Faut écouter les gens qui sont professionnels dans leur domaine et voilà, il faut y aller par étapes. Et faut se dire que la boxe, ça finit par devenir une passion quand on s'y met vraiment à fond. Et voilà, c'est un très bon choix. Mais voilà, faut y aller par étapes comme dans tout, et ça viendra après progressivement. Deuxième question, est-ce qu'il y a eu un modèle ou un mentor dans ton parcours et que tu considères toujours comme modèle peut-être aujourd'hui? Un modèle en tant qu'ostéopathe, tu veux dire? Ça peut être ostéopathe, ça peut être sportif, ça peut être personnalité, proche. Il n'y a pas réellement je pensais pas nécessairement ostéopathe D'accord, précisément, vraiment, quoi. ouais. Pas particulièrement, en fait. J'idolâtre pas beaucoup les gens. Mais non, c'est sûr, il y a des gens que j'admire pour leur réussite. Et pour prendre un exemple dans les sports de combat, et c'est un combattant que j'ai eu l'occasion de rencontrer et de soigner aussi. C'est Georges Saint-Pierre, qui est justement originaire de Montréal. Très très grand champion de MMA en UFC. Il a tout cassé. Il a énormément de records. Il a encore remporté beaucoup de titres. Et en fait, c'est un exemple de vie. C'est vraiment en fait toute sa vie. On pourrait en faire un film tellement c'est incroyable. Et d'ailleurs, il a sorti un bouquin qui m'avait donné dédicacé quand je l'ai rencontré l'année dernière, qui est super et en fait qui raconte un petit peu tout son parcours depuis son enfance jusqu'à maintenant et les différentes étapes qu'il a dû surmonter dans sa vie. Et en fait, c'est un bouquin qui s'apparente un petit peu à comment dire, c'est pas quelque chose qui est forcément visé pour les boxeurs, pour les combattants. C'est un livre qui peut aider beaucoup de monde qui se cherchent un petit peu, qui ne savent pas un petit peu comment surmonter les différentes difficultés de la vie. Et pour moi, c'était vraiment super intéressant et je trouve que c'est un super exemple. Après, de là à dire que c'est mon mentor, mon modèle absolu, je pense pas, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour son parcours sportif et pour son parcours personnel en général. En ce qui concerne sa biographie, j'en ai entendu plusieurs fois parler. Moi, je me l'étais noté dans ma petite liste de livres à lire. Je l'ai pas encore lu, mais on m'en avait dit du bien. Donc, tu viens de peut-être me faire remonter ce bouquin dans le classement des priorités Ouais, de ouais. bouquins que j'ai envie de Non, lire. franchement, il est super sympa et très très intéressant en fait. Ok. Troisième question, en parlant de livres, est-ce qu'il y a un livre justement qui t'a particulièrement marqué et que tu aimes bien recommander? Bah, celui-ci. Comme je te dis, c'est un livre qui m'a pas mal marqué. Euh, je crois que ça s'appelle Le sens du combat, si je me trompe pas. C'est le Euh, titre du livre, hein. ouais, le titre du Ouais, livre, c'est Georges Saint-Pierre, Le sens du combat. Et ok. franchement, c'est super intéressant. Ça se lit très facilement. C'est pas non plus un pavé. C'est comme je l'expliquais avant, ça te ça te raconte un petit peu que voilà, dans la vie, tu as des difficultés, peu importe qui que tu sois, où que tu sois, de quel milieu que tu sois, et chaque problème a sa solution et que faut pas baisser les bras et qu'il faut
faut trouver des solutions en restant accroché, en se motivant. Et pour moi, c'est un livre qui, on va dire, qui est très inspirant. Parfait. Bon, comme à chaque fois, je laisserai la référence dans les notes de l'épisode. Si ça vous intéresse, que vous voulez aller regarder, que vous voulez savoir comment ça s'écrit, le livre, le nom du livre, si vous vous en rappelez pas au moment où vous m'entendez actuellement, allez juste regarder dans la description, vous verrez la référence. Donc, pour en revenir au tout début, toi, tu as déménagé, tu t'es expatrié donc à Montréal. Avant, tu étais en région parisienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut te retrouver, si on veut peut-être prendre rendez-vous avec toi, si on veut te poser des questions, qu'on se dit tiens, lui c'est le top du top des ostéos, des thérapeutes pour les boxeurs, parce que j'en doute absolument pas une seconde, c'était un épisode qui était hyper intéressant à enregistrer. Où c'est qu'ils peuvent te retrouver les gens et peut-être te croiser? Pour l'instant, comme bon, avec toutes les mesures de confinement, tout ça, l'activité est un petit peu à l'arrêt. Mais je reste joignable via mon compte Instagram, Erguessari Ostéopathe, que j'ai commencé à développer un petit peu en France, justement avec les différents boxeurs que j'ai soignés. Et puis voilà, je suis ouvert à toute prise de contact, même si c'est des questions, juste des questions, des interrogations. Plus tard, voire pour les prises de rendez-vous, ça on verra. Après, pour l'instant, c'est comme voilà, c'est un petit peu à l'arrêt dans le pays. Voilà, les gens peuvent me contacter là-dessus, il y a pas de souci. Je suis très accessible, je suis pas booké, j'ai que ça à faire pour l'instant de toute façon. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre interrogation, si vous voulez me contacter. Après, par la suite, je vais voir pour faire créer peut-être un site pour la prise de rendez-vous, ou passer via le site de la salle où je vais m'installer, TrackFit Boxing. Et donc voilà, je pense que... Bon, je laisserai le lien de ta page Instagram également en description. Si vous voulez aller contacter Erge, vous cliquez dessus tout simplement. Vous aurez son profil Instagram. Alors, en fonction de quand vous écoutez le podcast, si vous l'écoutez au moment où il sort, il n'y aura pas grand-chose de nouveau. Si par contre vous l'écoutez plusieurs semaines ou plusieurs mois après que l'épisode soit sorti, il y aura toujours sa page Instagram, mais peut-être que d'ici là, tu auras un site. J'imagine que dans tous les cas, à travers, en passant par ta page, ils auront toutes les informations. Si jamais il y a un site web, si jamais il y a un local particulier où tu travailles, une salle de boxe ou quoi, tout sera dessus. Donc c'est un peu quel que soit le moment où vous écoutez cet épisode, allez cliquer dessus. Et puis peut-être que justement d'ici là, vous aurez vu qu'il s'est passé plein de choses pour Erge. Bon, je te remercie d'être passé dans le podcast. C'était comme toujours hyper intéressant. Je te souhaite bon courage. On se croisera probablement. On va se croiser. Avec plaisir, carrément. On se rencontrera parce qu'on est dans la même ville. Je te souhaite bon courage et puis je te dis peut-être à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup pour ton intérêt. C'était super intéressant de faire ce podcast. Et j'ai hâte de te rencontrer et qu'on puisse un petit peu échanger un petit peu plus là-dessus. Merci. À bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Merci également à Erge d'avoir pris un petit peu de son temps pour participer au podcast et nous délivrer toutes ces informations qualitatives. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui fait un sport de combat, qui est boxeur et qui a peut-être des blessures ou qui souhaite en avoir moins, et si en plus il se trouve qu'il est à Montréal, vous pouvez lui transmettre cet épisode, vous pouvez lui transmettre les coordonnées de Erge. Vous retrouverez également comme d'habitude tous les liens directement dans les notes de l'épisode. Donc n'hésitez surtout pas à partager ce podcast, ça aidera aussi à le faire découvrir par de nouvelles personnes. Et puis si vous voulez donner un coup de pouce supplémentaire, je le répète encore une fois, c'est le petit appel à l'action à chaque fin d'épisode, c'est de mettre une évaluation et un petit commentaire sur iTunes. Vous allez sur le podcast Biomécanique, vous laissez un petit avis avec une note de 5 étoiles. Si vous laissez cette petite évaluation, vous me faites plaisir déjà dans un premier temps, ça m'encourage à continuer ce projet. Et puis vous participez à faire monter le podcast dans les rankings pour le faire découvrir par de nouvelles personnes. Si vous ne l'avez pas encore fait, que vous écoutez le podcast depuis plusieurs épisodes et que vous décidez enfin de mettre une note aujourd'hui sur iTunes,
Je vous remercie grandement et puis vous faites ma journée. Et puis vous avez fait ma journée. Pour les plus motivés, pour ceux qui veulent recevoir chaque épisode directement dans leur boîte mail, mais aussi bénéficier de conseils, d'astuces pour améliorer leur santé, leur motivation peut-être, leur entraînement aussi, et avoir de quoi améliorer leur santé de manière quotidienne. J'ai créé pour ça la lettre biomécanique où vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous la retrouverez dans le premier lien des notes de l'épisode ou également à l'adresse biomechaniquepodcast.com/lettres. Vous ferez partie de mes contacts privés pour les futures lettres. Je crois que j'ai tout dit. Je remercie tous ceux qui ont écouté vraiment jusqu'à la fin. Vous êtes les plus fidèles du podcast Biomécanique. Et si vous êtes toujours là, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous retrouve très vite, probablement dans 2 semaines d'ailleurs, dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Ciao tout le monde.